Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. Je suis, comme toutes les semaines, les jeudis entre 13h à 14h30, Nahum de Radio React pour vous servir. Je remercie tout d'abord Radio Activi car il me donne la possibilité de venir vous rendre visite chez vous et bien sûr je vous remercie de votre accueil chaleureux toutes les semaines car sans vous on ne serait pas là. Alors encore une fois Radio Activi, merci beaucoup pour la possibilité qu'il nous donne de nous rendre chez vous. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, cette semaine, comme un an déjà, on a passé l'anniversaire d'une année d'élection. Jusqu'alors, on attend à des miracles. Alors, car cette fois-ci, ce même miracle est divisé en deux. Ce qui veut dire, le premier grave problème, c'est le problème de notre santé. C'est le coronavirus qui est en train d'envahir de plus en plus le monde en général et bien sûr notre pays et d'autre part l'autre moitié. C'est autre chose qui envahit notre pays, même si c'est pour l'instant, ce n'est pas encore un virus, c'est les problèmes politiques qui aggravent les problèmes des coronavirus sur le problème socio-économique et santé ensemble. Donc, comme on dit, si le problème socio-économique ne va pas très bien, mais on dit, si on a la santé, et si le Kadosh Baruch Hu est là, il nous aime pour nous aider à avancer, alors on se dit, voilà, le problème va passer, ça va être passager, on n'a qu'à patienter. Mais bien sûr, si le problème de santé frappe à notre porte, menace de nous envahir, par des menaces graves, et ça entrave les problèmes économiques par la même occasion, alors il est évident que là on rentre dans un problème important. Et maintenant, le troisième problème qui aggrave les deux premiers en même temps, c'est le problème économico-politique qui, par la même, entrave l'ensemble des problèmes de notre nation. C'est vrai qu'on dira, bon, il y a eu pas mal de morts ici, il y a eu pas mal de morts là-bas, il y a eu pas mal de choses ici. C'est vrai que par le dire, ça veut dire. On nous raconte beaucoup de choses, mais si on commence un petit peu à gratter les dessus et on va en profondeur, on a des problèmes à y croire à 100% de ce qui se passe réellement. Ce qui veut dire, si on prend l'exemple par là où le coronavirus a démarré, qui est la Chine, alors sachez, Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, pour une nation comme la Chine, qui a 1,5 milliard de citoyens sur le sol chinois, 3000 morts, c'est absolument rien. Parce que tous les ans, par la grippe
et par d'autres maladies d'hygiène, en Chine, meurent 3 fois plus, si c'est pas 4. Et ça intéresse personne, pour la simple raison que 1,5 milliard, il y a des réserves. On peut vivre et survivre sans problème. Par contre, ce qu'on est en train de constater sur les marchés économiques de la Chine, là, il y a un problème qui est 100 fois plus grave que l'ensemble des décès sur le sol chinois. Ce qui veut dire, je me pose une question, est-ce que, premièrement, est-ce que ces virus n'a pas plus touché l'aspect économique et social sur la Chine, ou est-ce que le virus est en attendant en pause, il est fatigué, ou bien c'est un virus intelligent qui donne aux États la possibilité de se préparer à la 2e vague ou à la 3e vague. On n'en sait rien. Et pourtant, Dieu sait, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qu'en matière d'hygiène, la Chine, si vous connaissez un petit peu la Chine, en matière d'hygiène, ils sont en dessous des zéros, très très bas. Tous les gens qui habitent dans des endroits où il y a des rivières, des canaux, qui vivent sur les bateaux, qui vivent sur la paille, qui vivent n'importe où parce qu'ils n'ont pas où se loger, ces gens-là, si vraiment c'était un virus si contagieux qu'on est en train de nous raconter un petit peu dans le monde, ces gens-là, ils seraient déjà morts depuis très longtemps. Et c'est par centaines de milliers, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et comme par hasard, il y a 3000 morts des coronavirus. Comment peut-on prendre ça comme matière à réflexion positive ou intellectuellement acceptable? Comment est-ce possible? Est-ce que les Chinois ont pris des mesures exceptionnelles pour sauver leur pays? Je ne pense pas. Ils auraient pris les mêmes mesures intellectuelles et économiques. Ça aurait été plus important pour sauver leur pays. Car il y a à peu près 30 à 40% d'entreprises chinoises qui ont arrêté de travailler, premièrement, qui sont à l'arrêt total. Et quand je parle des 30 à 40%, je parle à des grosses entreprises de production et des matières premières. Ça veut dire, ils sont en train d'asphyxier carrément tout le monde économique. Car tous les pays qui se sont approvisionnés par la Chine, et il y en avait pas mal, si on est 200 pays dans le monde, il y a eu au moins 150 pays qui s'approvisionnaient, au moins 150 pays qui s'approvisionnaient en Chine. C'est la raison pour laquelle que les États-Unis ont essayé de se battre contre les Chinois pour essayer de freiner un petit peu la production chinoise ou les importations de la Chine pour équilibrer par rapport aux exportations vers la Chine. Il y avait une grosse bataille commerciale. Même les politiques, ça veut dire les présidents, ils se sont mêlés. Car la campagne
du président Trump portait sur ça. C'est réduire les importations pour démarrer la production, pour arrêter définitivement les chômages sur le sol américain. Il a battu campagne, c'était les piliers de sa campagne. C'est pour ça qu'il s'est battu aussi pour irradier absolument tous les travailleurs émigrés, et c'est pour ça que les tribunaux constitutionnels des États-Unis a refusé, il s'est levé contre le président en amenant des lois qui existaient, qui n'avaient pas le droit de le faire. Alors, y a-t-il un problème plus économique et social que les problèmes des coronavirus? Y a-t-il vraiment autre chose qui pouvait apporter d'intérêt plus grave ou plus important pour que ces virus soient activés par un laboratoire en Chine? C'est vrai. Pourquoi en Chine? Parce que les dégâts portant sur la Chine est beaucoup plus grave et beaucoup plus rapide et instantané, car ça fait peur. En pensant qu'il pouvait avoir entre 10 000, 20 000, voire 50 000 morts en Chine, ça pouvait effrayer le monde entier. Alors, on voit un petit peu en Europe ce qui se passe. C'est vrai qu'en Italie, il y a à peu près, on nous dit qu'il y a 7000 morts. Mais d'habitude, quand il y a un problème comme ça, on voit des funérailles, on voit des morts. Même dans les guerres, à Bosnie, dans les guerres les plus graves, on a filmé les morts, qu'on a mis ensemble, qu'on les a même pas enterrés. Même malheureusement, je suis fils de déportés à la Shoah. Même à la Shoah, ils ont tout filmé. Il y a jusqu'alors des archives partout, à Jérusalem, en Allemagne, aux États-Unis, de tous les cadavres qu'il y a eu à la Shoah. Mais là, on voit pas un seul cadavre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème qui, les gens ont peur que ça affecte les images ou que ça affecte le monde? Le monde est déjà comme ça peur. Les citoyens ont déjà peur comme ça. Ils se barricadent chez eux et ils respectent tout à la lettre parce qu'ils savent pas comment manger cette maladie. Ils savent pas comment se défendre. Et à la limite, ils apprennent à vivre avec une panique instantanée, car maintenant, toutes les heures, il y a des informations encore plus graves. Moi, quand j'écoute les rabbins, qu'est-ce qu'ils disent, les rabbins? Ils disent que le coronavirus
n'est pas plus grave que le Kadosh Baruch Hu. Il y a quel Kadosh Baruch Hu qui a le droit à la vie ou à la mort, et c'est pas un virus. D'accord, j'accepte. Et là, quand Kadosh Baruch Hu a décidé ainsi, même pendant les guerres, ou n'importe quoi, on voit les cadavres, quand on les enterre, on voit les morts. Les familles pleurent dans les cimetières. Là, ils sont où? Qu'est-ce qui se passe? Ça effraie personne. Ne posez pas de questions. Est-ce qu'on les enterre chez eux à la maison? Est-ce qu'il y a un cimetière spécial? Est-ce qu'on les enterre quelque part, qu'ils ont peur de nous dire? Parce que ça peut contaminer la terre. Parce que des cadavres contaminés par des maladies, il faut les enterrer avec des cercueils spéciaux, en métal ou en béton. Parce que la pluie qui rentre dans la terre peut affecter toute la terre, madame, mesdemoiselles, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce la raison pour laquelle personne nous dit ce qui se passe aujourd'hui, où on enterre les gens? Vous vous souvenez des virus des AIDS? Vous vous souvenez qu'on ne pouvait pas enterrer nulle part? Après, on a commencé à brûler les gens, les cadavres. Après, on les a mis dans la terre et ça a affecté la terre. Après, il y avait l'histoire de Tchernobyl, l'histoire des tas de trucs. On ne peut pas enterrer les gens avec un virus. Je pense qu'on a un problème technique. Je vais appeler les techniciens. Je ne sais pas si on passe. Voilà, on est de retour. On avait un problème technique ici, je pense. Alors, c'est vrai qu'il a donné 10 milliards, c'est fantastique. Alors, dès qu'on va et on gratte un peu dans ces 10 milliards, on se rend compte d'une chose, que ces 10 milliards, c'est un seul milliard en prêt pour les entreprises. Ça veut dire tous les hôtels, toutes les cliniques privées, toutes les entreprises, car les gens qui viennent de l'étranger, ils sont obligés de rester 15 jours à la maison. Ils ne peuvent pas faire tourner des entreprises sans personnel. S'il n'y a pas de matière première, ils ne peuvent pas fabriquer quoi que ce soit. Si la Chine est au chaos, les gens ne peuvent plus importer de la marchandise. Si les transports maritimes ne s'approchent pas d'Israël, car maintenant, toute l'aviation envers Israël, mis à part El Al et les compagnies israéliennes, Arkia et Israël, n'ont pas le droit de rentrer en Israël. Alors, comment ça va se passer? Qui va nous ramener de la marchandise? Aujourd'hui, la délégation hospitalière est en train de se plaindre car on risque je pense qu'on a encore une fois, voilà, et à quoi s'attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut restructurer l'économie israélienne en pensant à l'économie européenne et à l'économie mondiale. L'OCDE
va venir, en principe, s'ils ont le droit d'entrer au pays, vont arriver ici en Israël à une rencontre économique avec des dirigeants israéliens la semaine prochaine. À l'hôtel Dan à Tel Aviv. C'est une organisation qui va se dérouler pendant 2 jours. Et je pense qu'ils vont parler, étant donné qu'Israël fait partie de l'OCDE, ils vont parler des problèmes économiques ici et de l'ensemble des problèmes économiques pour essayer de peut-être de se soutenir avec les productions européennes pour pouvoir éventuellement sortir un tout petit peu la tête de l'eau pendant cette crise. Mais sachez une chose, que si les prix des productions ou si les prix d'importation de l'ensemble des produits qui vont plus revenir de la Chine, ils vont commencer à grimper et ils vont grimper certainement, ça va donner à un part de la société la possibilité d'acheter. C'est le part de la société qui a un pouvoir d'achat très élevé, et encore un part ou une partie de la société moyenne qui a une part d'achat, un pouvoir d'achat, pardon, à peu près potable, qui pourront espérer de rester un peu avec la tête sur l'eau pendant un laps de temps relativement court. Mais 60% d'Israéliens qui vivent en dessous de 10 000 francs de revenus par mois, ce sont des gens qui ne pourront rien s'acheter, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Parce que n'oubliez pas que les jeunes entre 25 à voire 45-48 ans, 60% parmi eux, ils sont endettés par des mashkanta. Et ces gens-là, à condition qu'ils restent au travail et qu'ils conservent leur poste avec des salaires complets, qui ne sont pas endommagés par la crise, ils ne pourront plus acheter des produits de première nécessité pour pouvoir survivre. Car déjà, hors la crise de la coronavirus, la plupart parmi eux, si c'est pas 30 à 40%, vont se nourrir chez leurs parents avec leurs gosses pour pouvoir continuer à payer leur appartement. Alors, est-ce que vous avez réfléchi de tout ce qui risque éventuellement d'arriver économiquement en Israël? Tous ces ballons gonflés des logements qui se sont vendus entre 15 000, 30 000, 15 millions, 30 millions, voire 50 millions de logements qui ont été vendus à 50 millions ici, ça va exploser. Ça va exploser. Tous les logements qui ont été investis ici
par des investisseurs étrangers qui sont venus blanchir de l'argent. Ces gens-là vont essayer de vendre pour récupérer leur pognon, car ils seront dans les mêmes problèmes si la bourse est en train de se casser la figure tous les jours. Alors, imaginez-vous que tous les investisseurs ou les sociétés d'investissement, etc., ils sont en train de perdre de l'argent et des sommes phénoménales. Il y a tous les jours des milliards de dollars qui sont en train de s'effacer en coup de main. Si Tchouva commence à crier gare, si les pétroliers commencent à crier gare, si les producteurs de gaz commencent à crier gare, je dis pas qu'ils n'ont rien à manger, je leur plains pas. Ils sont encore loin de là. Tous les gens, tous les petits investisseurs qui retirent leur argent de la bourse parce qu'ils ont peur que tout parte en fumée, ça fait tomber la bourse tous les jours un petit peu plus. Tous les jours un petit peu plus. Nous, on a eu de la chance qu'on avait un jour ou 2 jours de férié, de Purim. Ça a un petit peu freiné la catastrophe. Mais c'est une catastrophe qu'elle est qu'au début, madame, mesdemoiselles, messieurs, car ils n'arrêtent pas de nous bassiner, que bientôt, ils vont arrêter les écoles, ils vont arrêter les universités, ils ont arrêté déjà toutes les festivités au-dessus des 100 personnes. Bientôt, on n'aura pas la possibilité de se rencontrer 3 personnes dans la rue. Ça me rappelle des situations et des époques où le communisme était au pouvoir aussi bien dans les territoires russes, aussi bien en Chine ou dans d'autres pays qui étaient totalitaires par l'extrême droite. En Amérique latine, par exemple, en Afrique. Alors, n'oublions pas que ce sont des choses qui se passent, qui ne sont pas des phénomènes hasardeux. Alors, pour revenir un tout petit peu à la politique, parce que, en principe, dimanche prochain, tous les partis politiques vont aller chez le président de la République pour soutenir un des partis pour pouvoir leur laisser le temps de monter un gouvernement. Alors, tout ce que je souhaite, premièrement, qu'on n'aille pas aux 4e élections, car ça va être la chose la plus grave qui puisse nous arriver, parce que on risque de les regretter pendant très longtemps. D'abord, économiquement, ça va nous coûter 1 milliard de shekels de plus. Plus la paralysie des 50% du pays qui n'aille pas travailler. C'est une journée de production qui sera manquée. Et en plus, il faut payer l'ensemble de personnes qui n'ont pas travaillé. C'est l'État qui paye. C'est l'État, c'est vous et moi, madame, mesdemoiselles, messieurs. Je pense qu'il est grand temps de monter un gouvernement, et un gouvernement qui sera pour l'avantage du peuple,
car l'État appartient au peuple. Et il est grand temps pour qu'on puisse être solidaires les uns des autres et commencer à nous défendre contre le virus, essayer de nous entraider pour économiquement s'en sortir davantage. Vous me faites penser qu'il y a eu un colloque des agriculteurs ici, parce que les agriculteurs, ils ont peur d'être obligés, sans personne, pour travailler dans l'agriculture pour les récoltes, que toute la production soit brûlée à l'entrée de l'été si tous les produits n'ont pas été récoltés. Et si il n'y a pas des travailleurs ou de la main-d'œuvre pour pouvoir le faire, on n'aura pas de quoi manger, madame, mademoiselle, messieurs. Parce qu'on ne peut pas importer ni des territoires occupés, ni de la Turquie, ni de Chypre, ni de l'Italie, des produits agricoles, car on ne saura pas s'ils ne sont pas contaminés. Alors, madame, mesdemoiselles, messieurs, je peux parler encore des heures et des heures et des heures. J'espère que vous ai transmis suffisamment de choses à penser, et je vous fais confiance parce qu'on est les peuples élus, et en principe, les peuples élus ne doivent pas être touchés par le corona. Alors, si on est les peuples élus, on doit se comporter comme tel. On doit s'unir, on doit être un. Tout l'ensemble des Israéliens, mais bien sûr, raison de plus, l'ensemble des Juifs. Il faut laisser de côté entre les jaunes, les blancs, les oranges, les noirs. On est tous un. Il ne faut pas qu'il y ait de différence, madame, mesdemoiselles, messieurs, et il ne faut surtout pas laisser la politique nous diviser. Quel que soit le bord, à droite ou à gauche, il ne faut pas nous laisser nous diviser. On est un peuple qui mérite d'être uni. N'oubliez pas, bientôt Pessah. À Pessah, on laisse toujours une place libre pour un passant qui veut participer à la fête, même si on ne le connaît pas. Alors comment on peut être les uns contre les autres? Alors, madame, mesdemoiselles, messieurs, madame, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie de l'accueil que vous m'avez réservé chez vous. Je viendrai vous rendre visite la semaine prochaine en espérant que j'amènerai que de très bonnes nouvelles, car j'espère sincèrement que tout sera derrière nous et qu'on trouvera un gouvernement qui sera un gouvernement de tous, de tout l'ensemble des Israéliens, et qu'on balayera le coronavirus à l'extérieur de nos frontières et que tout reviendra comme avant et qu'on puisse fêter d'abord les fêtes, ensuite toutes les festivités, les mariages, les bonheurs, et qu'on n'ait pas à pleurer nos morts. Madame, mesdemoiselles, messieurs, merci encore une fois de votre accueil. Merci à Radio Activi
qui m'accueille et qui me donne la possibilité de vous rendre visite toutes les semaines. Shabbat Shalom, Verak Shalom, et bonne santé à tous, que vous puissiez m'accueillir la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.